C'est une décomposition lente du système politique libanais qui date depuis des décennies. Le Liban a vécu sur des vérités qui n'existaient pas. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient, consacré cette semaine à ce que j'appellerais l'interminable crise socio-économique et politique qui agite le Liban depuis de nombreuses années et qui a connu ces derniers jours d'autres rebondissements. Pour en parler en ligne avec nous, Jacques Neria. Jacques, bonjour et shalom. Oui, bonjour. Jacques, je rappelle aux auditeurs que vous êtes un ancien haut officier des renseignements de Tsahal, des renseignements militaires de Tsahal, et ex-conseiller politique et diplomatique du Premier ministre Yitzhak Shamir. Entre-temps, vous avez occupé en Europe plusieurs postes d'attachés militaires israéliens, notamment en France et au Luxembourg. Et actuellement, vous êtes, on pourrait dire, analyste et expert en affaires moyen-orientales. Ce fameux think tank bien connu qui s'appelle le JCPA, le Jerusalem Center for Public Affairs, qui en français s'appelle le CAP, le Centre des Affaires Publiques et de l'État. Et vous publiez dans cet organisme régulièrement des rapports et des documents ainsi que des études approfondies sur la situation prévalente justement dans plusieurs pays de la région. Alors, malgré la relance d'une certaine manière de l'agitation ces derniers 10 jours, avec des manifestations contre des banques étrangères au Liban et des cortèges assez furieux dans plusieurs villes du pays, on ne peut pas dire que c'est un scoop d'affirmer que le pays du Sud est en crise, étant donné que c'est une crise larvée qui touche bien des aspects depuis des années. C'est un pays, le Liban, que vous connaissez très bien. Il y a eu, on le sait, de nombreuses tentatives pour mettre sur pied des solutions politiques, mais ce pays est frappé par une sorte de cascade de crises tous azimuts, avec un gouvernement faible, même s'il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place tout récemment, un gouvernement déjà fracturé, et surtout une situation économique et sociale catastrophique. Alors la première question qui tombe sous le sens, c'est de demander, mais qu'est-ce qui est, si on devait refaire le rébus ou la genèse de cette situation, par où ça a commencé, quels sont les facteurs principaux qui ont amené à cette situation vraiment catastrophique qui atteint des abîmes aujourd'hui? Alors, comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas un processus qui a paru soudainement. C'est une décomposition lente du système politique libanais qui date depuis des décennies. Le Liban a vécu sur des vérités qui n'existaient pas. Le gouverneur central de la Banque du Liban a accordé des intérêts de plus de 30-40% sur de l'argent qui était déposé dans les banques libanaises. Et avec cet argent-là, on payait les salaires, on payait les politiciens se remplissaient les poches. Et il a fallu tout simplement 2013 pour déclencher le début de la crise. En 2013, Hezbollah sous les ordres de Téhéran, a envoyé ses sbires se battre en Syrie, et la Syrie à l'époque s'est confrontée directement avec les Saoudiens qui étaient sur place, qui essayaient de combattre Bachar Assad et tout simplement de le destituer. À partir de ce moment-là, les Saoudiens ont compris que Hezbollah c'était peine perdue. Et automatiquement, pour punir le Liban de cette intervention, ils ont tout simplement ils ont retiré tous leurs fonds qui étaient déposés dans les banques libanaises, ainsi que tous les pays du Golfe qui ont fait la même chose. Et petit à petit, la célèbre pyramide qui n'existait pas, tout simplement s'est effondrée et il n'y a plus de liquidité et automatiquement le dollar a sauté de 1500 livres libanaises en octobre 2019. Aujourd'hui, on parle de 18 000 livres libanaises pour $1. Pour vous donner un exemple, c'est celui qui gagnait $500 il y a un an, aujourd'hui n'en gagne que $37, $40. Donc, et les prix ont tout simplement
augmenté d'une façon faramineuse, 60%, 70%, des denrées qui n'existent plus au Liban, les médicaments n'existent plus, les pansements n'existent plus, les hôpitaux sont en panne, des centaines de médecins libanais quittent le Liban chaque mois, tout le système pourri est en train de pourrir encore plus. Et de là, celui qui règne sur le dollar est roi. Qui règne sur le dollar, c'est Hezbollah. Hezbollah continue à recevoir son financement de Téhéran en dollars. Il paie ses combattants et ses adhérents en dollars, ce qui fait que lui profite de la situation. Que fait Hezbollah? Hezbollah est en train d'investir l'État libanais et de conquérir l'État libanais. On commence par les pharmacies. Chaque pharmacie qui fait faillite est achetée automatiquement par Hezbollah. Tout le système de santé est aux mains de Hezbollah et donc Hezbollah a créé un État parallèle avec des supermarchés parallèles, avec des cliniques parallèles, des hôpitaux parallèles, tout le reste. Et naturellement, dernièrement, avec la crise des carburants, tout simplement, directement, ils n'ont plus, je dirais, ils ont le toupet de déclarer ouvertement que comme l'État libanais est incapable de négocier du pétrole et de l'essence pour les voitures, ils vont tout simplement négocier avec les Iraniens. Et effectivement, 2 grands bateaux iraniens sont arrivés, 2 grands navires avec de l'essence. Donc, ce qui fait, et en dépit de toutes les sanctions américaines, Hezbollah est en train de grignoter les dernières, je dirais, la citadelle libanaise est en train de s'écrouler aux mains de Hezbollah, et c'est la situation que nous contemplons aujourd'hui avec un drame social. Plus de 50% de la population libanaise est en état de pauvreté totale, extrême. Des parents sont en train tout simplement d'oublier leurs enfants derrière à mourir de faim. La faim existe. C'est pire que l'Inde. C'est pire que l'Inde. À l'époque, quand on parlait de l'Inde en famine et tout ça, c'est une famine qui régit au Liban, et il y a 2 castes. Une caste de politiciens qui continuent à s'entêter à ne pas arriver à un accord. Et toute la discussion est sur quoi? Le gouvernement Hariri, celui qui a été désigné pour former le nouveau gouvernement, veut un gouvernement de 18 ministres. Il y a 2 ministres qui manquent. Les 2 ministres qui manquent, Hezbollah veut les nommer. Et Hariri dit non, impossible. Le président dit aussi, lui aussi, doit nommer ses sbires à lui, ses officiers à lui. Et ce qui fait, c'est depuis le 4 août 2020, il n'y a pas de gouvernement au Liban. Il y a un gouvernement transitoire avec Hassan Diab, mais les politiciens libanais n'arrivent pas à s'entendre pour dégager le Liban et trouver une formule qui permettrait aux donateurs étrangers, la France en premier, d'aider le Liban. Imaginez-vous que l'armée libanaise ne peut pas, non, je n'en reviens même pas. L'armée libanaise est en train de proposer des vols de hélicoptères au-dessus du pays pour $150. Alors, parce que par manque d'argent, donc les hélicoptères de l'armée sont en train de faire du tourisme, du tourisme avec qui il n'y a personne qui vole. Pour se payer $150 au Liban, c'est une grosse fortune. Et les États, je dirais, donateurs comme la France et les États-Unis sont en train de fournir des aliments à l'armée libanaise pour qu'elle ne s'écroule pas. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, on a finalement, en vous écoutant, on constate qu'on a une conjugaison, ou plutôt une synergie funeste entre un système politique en plein dysfonctionnement, corrompu depuis de longues années, et puis une crise économique sans fin, le tout dans un pays ethniquement pulvérisé, divisé, au bord d'explosion, et où, en plus, le Hezbollah, comme vous le disiez, joue un rôle de décomposition et d'accélération de la décomposition, puisque c'est un État dans l'État mais alors la question qui se pose et que je vous pose, c'est que où ça va amener? Est-ce que il y a des révoltes, des gens qui n'en peuvent plus, il y a un désespoir, il va y avoir de la colère, mais comment faire sauter non pas le bouchon qui empêche une recomposition, mais les différents bouchons, parce qu'il y a plusieurs facteurs. Comment vous voyez l'avenir proche et les prochaines semaines, parce que c'est une situation qui ne peut pas
continuer à pourrir sur pied, ça va déclencher des explosions. Écoutez, les options sont diverses. Je pense que toute option est possible au Liban. Et je dirais de cette façon-là, les scénarios sont assez nombreux. Mais le scénario qui s'avère, à mon avis, être le bon, ce serait sans doute une déclaration du Conseil de sécurité donnant à l'ONU le droit de gérer le pays. Il faut que quelqu'un extérieur gère le Liban. Le Liban par lui-même est impossible à gérer parce que les composantes des accords politiques qui existaient depuis 1943, qui ont été améliorés ou modifiés en 1980, tout cela, en 1990, je m'excuse, tout cela n'existe plus. Donc il faut que quelqu'un d'extérieur vienne prendre en charge le Liban pour essayer de régler l'affaire, parce qu'autrement, c'est impossible. Dans ce cas-là, il y a une collision, je m'excuse, entre le Hezbollah, qui voudrait naturellement permettre à l'Iran d'enfoncer ses racines au Liban, et les donateurs extérieurs, les États-Unis et la France en premier lieu, pour essayer d'empêcher l'emprise iranienne sur le Liban. Donc, de ce point de vue-là, le Hezbollah certainement ne va pas accepter cette solution. Qu'est-ce qui va se passer au Liban? On a déjà indiqué ça depuis mars dernier, que le Liban était au bord de l'abysse, au bout du gouffre, et qu'elle allait tomber, que tout allait s'écrouler. Effectivement, le Liban pourrait s'écrouler et se séparer en cantons. Il y aurait un canton chrétien, un canton sunnite, un canton chiite, et chacun gérait ses propres affaires. Ce qui veut dire du point de vue israélien, et ça c'est le plus important, c'est que nous allons nous retrouver avec un État déstabilisé, un État qui n'existe plus, un État pourri qui est en faillite. Et là, naturellement, les conséquences sont assez difficiles du point de vue sécuritaire face à Israël. Comme une série bis, une deuxième série. Exactement. Alors, encore pire, parce que ce qui se passe aujourd'hui au Liban, c'est tout simplement, il y a au Liban, sur chaque 5 Libanais, il y a un Syrien réfugié. Lui, dans ce système-là, ajoute à la pénurie du système libanais. Donc, je dirais, de ce point de vue-là, nous avançons vers un état de confusion et je dirais, un état impossible à gérer. Une décomposition, en fait. Une décomposition. Les élections législatives devraient se passer en 2022, les élections présidentielles en 2022. Attendez-vous à une paralysie. Rien ne va se passer au Liban. Rien ne va se passer. Tout va continuer à être géré de cette façon-là. Et ce qui va se passer, s'il n'y aura pas intervention extérieure, c'est-à-dire intervention de l'ONU, des États-Unis et de la France, et d'autres donateurs, le Liban va tout simplement dériver vers une emprise iranienne et vers un État alternatif qui sera face à Israël. Et ça, je dirais, c'est le plus grand danger face à Israël. De ce point de vue-là, je voudrais faire une remarque. J'ai lu ce matin un Twitter du ministre de la Défense que lui, en tant que juif et en tant qu'israélien, ne pouvait pas se permettre de voir le Liban souffrir tel qu'il est, et qu'il avait proposé au Liban de l'aide, une aide humanitaire pour l'instant. Je pense que c'est essentiel pour Israël de gérer une situation face au Liban, parce que le Liban va nous gifler très vite. Et au fur et à mesure de la décomposition du Liban, on aura des frontières qui seront difficiles à défendre. Alors, l'une des manifestations, vous l'avez évoqué indirectement, de cette crise en tourbillon, de spirale de crise socio-politique, c'est qu'il n'y a plus de classe moyenne au Liban, paupérisation, et alors que c'était un pays prospère de ce point de vue-là il y a quelques décennies. Et vous évoquez d'ailleurs comme solution l'aide éventuelle de la France et des États-Unis. À ce propos, j'ai une question justement à vous poser, c'est que cette situation est si tragique et si grave, justement, que pour la première fois depuis de longues années, Français et Américains ont évoqué la semaine dernière, lors du passage à Paris du secrétaire d'État américain, le nouveau secrétaire d'État américain de l'administration Biden, Anthony Blinken. Il est passé à Paris pour rencontrer son homologue
français, Jean-Yves Le Drian, et justement avec à l'ordre du jour comme l'un des principaux points pour parler de la situation au Liban, du dossier libanais, à propos duquel, pour la première fois depuis longtemps, vous le laissiez deviner à l'instant, les Français semblent désormais décidés à agir peut-être de pair avec les Américains. D'ailleurs, Blinken a déclaré ceci en sortant de sa rencontre avec le ministère français des Affaires étrangères. Nous avons absolument besoin de voir émerger au Liban un réel leadership, faute de quoi les choses pourraient devenir bien plus catastrophiques. Fin de citation. Alors, quel serait, vous suggériez tout à l'heure un contrôle de l'ONU, mais finalement, on comprend que la France et les États-Unis, qui sont confrontés par ailleurs chacun à la nouvelle guerre froide économique imposée par les Chinois, veuillent se rapprocher et recommencer à gérer certains dossiers du monde arabe qui leur importent. Alors, en ce qui concerne cette action potentielle de Paris et de Washington, qu'est-ce que ça signifierait concrètement pour commencer? C'est pas Paris et Washington qui vont édicter et gouverner le Liban. Alors, par quoi ils pourraient commencer? Se coordonner sur quoi? Pour faire quoi concrètement? Il faudrait d'abord commencer par une décision du Conseil de sécurité affirmant que l'État libanais est un État en faillite et qu'en conséquence, il faudrait, je dirais, une structure extérieure. Un parrainage d'une certaine manière. Comment? Un parrainage. Exactement. Il faudrait un parrainage pendant un certain temps pour renflouer les finances, faire des réformes, je dirais des réformes essentielles dans le système politique libanais. Le système tel qu'il a été hérité après les accords de Taïf en 1990, divisant le Parlement en moitié chrétien, moitié, n'existe plus. La solution libanaise est claire, ou la solution magique du Liban n'existe plus. Il faudrait trouver une nouvelle formule, une formule séculaire, et essayer d'éviter toutes les conséquences, je dirais, du drame religieux entre sunnites et chiites, et entre sunnites, chiites et chrétiens, les 17 communautés chrétiennes au Liban, les différentes sectes qui existent au Liban, tout cela, et qui minent le système libanais. Il faut tout simplement débarrasser le système, le rebâtir de nouveau, et tout simplement pour essayer d'obtenir un État viable. Aujourd'hui, le Liban n'est pas viable. Si vous regardez des images qui arrivent du Liban, c'est un désastre, non seulement du point de vue économique, mais c'est un désastre écologique. La rivière Litani, qui est la plus grande rivière du sud du Liban, c'est tout simplement, c'est impossible. L'eau est tout simplement noire. Elle est noire d'égout, elle est noire de saleté, des rues entières, des avenues entières à Beyrouth sont tout simplement bourrées de sacs usagés, et tous les problèmes sont là. Et dans ce problème-là, la corruption existe. Imaginez-vous, le Liban est continue encore à payer des subsides pour le riz, pour la farine, pour le sucre et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ces sacs de farine et de riz qui ont été payés par le gouvernement libanais se retrouvent où? En Suède, dans les supermarchés suédois. Donc la corruption est roi. La corruption est roi au Liban. Il faut naturellement remettre les choses, je dirais, sur les rails, et sans une intervention étrangère, le Liban tout simplement va à la dérive, et le bateau ivre de Rimbaud est tout simplement une expression assez poétique de ce qui va se passer au Liban. Alors, écoutez, dernière question, on remarque aussi, on revient toujours là, parce c'est comme on dessine les différentes courbes ou les différentes plans qui pourraient tenter de remédier à la situation. On en revient toujours, c'est comme dans une toile d'araignée, au fait qu'au milieu de cette toile, il y a le sinistre cancrelat du Hezbollah qui est là, bien enraciné, et qui, lui, va pas décrocher comme ça, quelles que soient les solutions d'arbitrage, de parrainage ou même de financement provisoire, prise en charge de certains aspects de la vie socio-économique par des aides extérieures. Quelles que soient les solutions qu'on trouvera, le Hezbollah les combattra, et le véritable bouchon, je dirais, véritable capsule à faire sauter, ou l'araignée à déterrer de sa toile, c'est bien le Hezbollah, et qui pourra le faire, et comment le faire, parce que finalement,
c'est lui qui, tel un vampire, suce les dernières ressources du Liban. Ouais, alors, écoutez, Richard, je ne sais pas, mais je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais l'État libanais est en guerre civile aujourd'hui. Les photos qui nous arrivent, les vidéos qui nous arrivent de Tripoli, par exemple, là, les manifestations, les milices sont dans les rues, sont en train de tirer. On est revenu à 1975, on est revenu à 1950. Les milices, c'est-à-dire le Hezbollah les milices sunnites à Tripoli sont en train de se battre contre les milices chiites et contre l'armée libanaise. L'armée libanaise n'ose pas intervenir. Donc, ce qui veut dire que si jamais elle intervient, elle va s'effriter dans sa composition ethnique. Exact, exact. Donc, de ce point de vue, nous sommes déjà dans un état de guerre civile où Hezbollah est en train de dominer la situation. Maintenant, de ce point de vue-là, une dernière remarque. Selon des estimations israéliennes, le Hezbollah arriverait l'année prochaine à un état où il serait capable de produire en série des missiles de haute précision. C'est une situation impossible à Israël. Cette situation sera encore plus impossible si l'État libanais qui n'existe plus ne pourra pas contrôler Hezbollah. Déjà dans le passé, on disait on va attaquer le sud Liban, on va provoquer un exode de la population vers le nord, le gouvernement libanais va intervenir et naturellement les choses vont revenir à ce qu'elles étaient avant, donc au calme. Il n'y aura plus de gouvernement, il n'y a plus de gouvernement pour intervenir. Donc de ce point de vue-là, nous sommes dans un itinéraire de collision entre nous et Hezbollah dans les prochains mois. Eh bien, écoutez, c'est sur ces prévisions pas très réjouissantes, mais qui sont celles de la réalité, que prend fin notre magazine. Je vous remercie, Jacques, d'avoir consacré du temps au studio Qualita, et merci aussi à nos auditeurs. Et bonne santé à tous, puisque le virus a l'air de revenir, et à la semaine prochaine.